Bonjour, bienvenue dans cette édition de Géopolitis, cap sur le grand large. Au sommaire, les océans, zone de non-droit souvent oubliée de la géopolitique, comment partager les ressources et empêcher le pillage. Les litiges qui se multiplient en mer de Chine, mais aussi en Méditerranée, décryptage. Nous entendrons une grande navigatrice, Isabelle Autissier, présidente de WWF France. La dégradation des océans, nous dit-elle, est d'autant plus préoccupante qu'elle ne se voit pas. Enfin, des histoires de pirates. Du côté de Sumatra, dans le golfe de Guinée, les descendants de Barbe Noire sont à l'œuvre. Si Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, ou l'ex-agent de la CIA Edward Snowden voulaient avoir la paix, c'est là, au milieu des océans, qu'ils auraient dû se réfugier. La haute mer échappe pratiquement à toute juridiction. C'est un nouveau Far West où s'aiguisent les convoitises au fur et à mesure que diminuent nos ressources terrestres. Cobalt, zinc, pétrole, métaux rares, les grands fonds recèlent des trésors encore inexploités. Les mers, les océans sont parcourus de frontières invisibles et pourtant bien réelles. Jusqu'à 12 000 nautiques, à partir de leurs côtes à marée basse, nous sommes dans les eaux territoriales. Ici, les États sont souverains pour appliquer leur juridiction. Au-delà de ces 12 000, entre 12 000 et 200 000, s'étendent les zones économiques exclusives. Les États côtiers se réservent ici le droit de réglementer, par exemple, la pêche ou l'exploration pétrolière. Au-delà de 200 000, la haute mer n'appartient à personne. Ces eaux internationales représentent 60% de l'ensemble des territoires maritimes, régis seulement par quelques traités généraux, comme la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ou la Convention de Montego Bay, que de nombreux États d'ailleurs n'ont pas ratifiée. Peut-être le moment serait-il venu de considérer les océans comme un bien commun de l'humanité quand on sait leur importance pour la régulation du climat et pour nos approvisionnements en énergie et en nourriture. Elsa Anguinolfi. Au Chili, le merlu s'est fait rare dans les filets des pêcheurs locaux. C'est le premier jour de la pêche et c'est tout ce qu'on a attrapé aujourd'hui. Et les autres aussi n'ont rien. Chaque jour, la pêche est moins bonne. À chaque fois, on attrape de moins en moins de poissons. La pêche fait vivre 39 millions de personnes dans le monde. Elle fournit plus de la moitié des protéines animales consommées au Sri Lanka ou encore en Indonésie. Un tiers des réserves mondiales de poissons sont surexploitées. Le cabillaud dans les eaux européennes ou la sardine en Amérique latine en sont les victimes. La pêche est aussi l'objet d'un trafic qui générerait 23 milliards de dollars par an. Un poisson sur 5 serait pêché illégalement par des embarcations dont les équipages travaillent parfois dans des conditions de quasi-esclavage. Un tiers de la production mondiale de gaz et de pétrole provient des fonds marins. Les États revendiquent des droits sur des zones toujours plus étendues pour mettre la main sur de nouveaux gisements, des hydrocarbures, mais aussi des minerais comme le cuivre, le cobalt, le nickel qui reposent sur le sol des océans. Dans le monde entier, des chercheurs, des entreprises travaillent sur les technologies qui pourraient permettre d'extraire ces minéraux. À très grande profondeur, les gisements sont encore trop coûteux et complexes à exploiter, mais ils pourraient devenir stratégiques à l'avenir. Le Japon espère ainsi tirer profit à long terme d'une immense réserve de terres rares découverte à plus de 5000 mètres de profondeur pour se défaire de sa dépendance envers la Chine.
Des îles de Polynésie en plein Pacifique aux Antilles en mer des Caraïbes. Grâce à ses territoires d'outre-mer, la France possède la deuxième plus grande zone économique exclusive du monde, 15 fois plus étendue que ses terres émergées. La Convention de Montego Bay de 1982 a permis aux États, grâce à ces zones économiques exclusives, de s'approprier environ 40% des océans. Des zones dont ils peuvent librement exploiter les ressources. Au-delà, dans les eaux dites internationales, la Convention régule essentiellement l'exploitation des fonds marins. Un nouveau traité sur la conservation de la biodiversité dans les hautes mers est en négociation, mais les travaux progressent difficilement. Bonjour Géraldine Figuer. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Géopolitis. Vous dirigez à l'Université de Genève l'Institut des sciences de l'environnement. Et notre environnement sur cette terre, c'est plus de 70% d'océans et de mers. Au fond, à qui appartiennent-ils ces océans ? Eh bien, au-delà des zones économiques exclusives, des eaux territoriales, la grande partie des océans, en fait, appartient à personne. C'est ce qu'on appelle des biens libres où chacun, chaque État, chaque entreprise peut y accéder, l'exploiter, le polluer, rejeter des choses. Donc on y jette et on y prélève ce qu'on veut. On y jette et on y prélève ce qu'on veut, sauf quelques exceptions quand même, où par exemple la chasse à la baleine est quand même encadrée sur l'entier du globe, la chasse aux phoques ou encore la pêche de certaines espèces de poissons migrateurs comme le thon qui peut faire l'objet d'accords internationaux. Mais à part cela, à part ces quelques exceptions, c'est un bien libre, libre d'accès et libre de polluer. Mais qu'est-ce que disent alors les conventions internationales du droit de la mer? Qu'est-ce qu'elles régulent au fond quand on parle de la haute mer? Alors, quand on parle de la haute mer, en fait, elles sont assez creuses, assez vides. Les États ont le droit, justement, de pêcher, faire de la pêche industrielle très librement. Ils ont le droit de déployer une exploration pétrolière. Juste sur les fonds marins, l'exploitation des fonds marins, là, il y a quelques cadres supplémentaires où ça doit être fait théoriquement dans l'intérêt de l'humanité, mais au-delà des zones économiques exclusives, des eaux territoriales, cette convention sur le droit de la mer est très, très permissive. D'où le titre de cette émission, le nouveau Far West. Exactement. À qui appartient, par exemple, l'épave du Titanic ? Alors, l'épave du Titanic, elle n'appartient à personne. Théoriquement, tout le monde pourrait prélever. Sauf que depuis 2012, une nouvelle convention de l'UNESCO sur le patrimoine culturel subaquatique vient protéger les épaves de plus de 100 ans. Et du coup, l'épave du Titanic est considérée comme notre patrimoine culturel de l'humanité et à ce titre est protégée. On peut comparer les espaces marins, la haute mer, à l'espace extra-atmosphérique ? Oui, tout à fait. Pour la régulation de l'espace extra-atmosphérique, les mêmes débats ont eu lieu que pour la haute mer, entre quelque part des États qui ont voulu, eux, pousser toujours plus loin l'aire de leur domaine national, on va dire, de leur territoire, sur les mers, et puis une vision alternative qui a été plutôt promue par les pays en développement, de faire de l'espace extra-atmosphérique, de la haute mer, plutôt un bien commun de l'humanité et pas un bien libre d'être pollué ou surexploité. Plutôt un bien commun dont il s'agirait de veiller au devenir pour notre intérêt à tous. Cette vision-là de bien commun de l'humanité, malheureusement, elle a été relativement peu aboutie dans les conventions, car trop d'États plaident plutôt pour une appropriation de plus en plus forte d'une portion chacun de l'océan. Qu'est-ce qui explique que les océans soient si peu régulés ? Bien parce que finalement les États, que ce soit les États côtiers, mais aussi les grands États industriels, et du coup ça fait beaucoup d'États, se sont retrouvés autour de l'intérêt de laisser cette mer en libre accès pour pouvoir l'exploiter le plus tranquillement possible, ou encore de pouvoir étendre leur zone économique exclusive pour l'exploitation. Finalement, il y a eu jusque-là trop peu de défenseurs de l'intérêt commun des océans, pour la biodiversité, pour le changement climatique, pour notre devenir. Et puis on a appris tout récemment, enfin c'est revenu à la surface, la France est la deuxième puissance océane du monde.
Exactement, et elle a même encore obtenu au mois de juin, là, récemment, l'extension de son plateau continental pour pouvoir, dans le futur, exploiter les sous-sols et les fonds marins pour des découvertes à venir. Donc autour des territoires d'outre-mer, hein, Nouvelle-Calédonie. Voilà, exactement, sur les terres australes aussi et antarctiques, vraiment dans l'extrême sud du globe, pour pouvoir envisager peut-être des ressources génétiques dans le futur, des terres rares très très prisées pour l'industrie électronique, la mobilité électrique. Et là, la France y voit, mais comme de nombreux pays, un nouveau front, une nouvelle extension pour un peu préempter toutes ces ressources océaniques qui sont encore en libre accès. Alors, vous avez mentionné le patrimoine génétique. J'ai découvert ça en préparant cette émission. De quoi s'agit-il au fond? De quoi on parle quand on parle de ça? Depuis 1992, la Convention sur la biodiversité encadre l'accès au patrimoine génétique pour pouvoir développer des médicaments, pour pouvoir développer aussi de nouveaux produits alimentaires, de nouvelles espèces. Tout cela est très encadré dans le giron des États. En revanche, la Convention sur la biodiversité n'encadre pas du tout le prélèvement de ressources génétiques en haute mer, dans ce bien libre d'accès. Et c'est vrai qu'on peut piller dès lors la haute mer aussi pour son patrimoine génétique. Et c'est ça qui est aujourd'hui en cause, c'est qu'à force de laisser ce bien en libre accès, on va surexploiter à tout point de vue pour les poissons, mais aussi demain pour le patrimoine génétique. Et puis évidemment pour le pétrole et les terres rares, vous l'avez mentionné, ce qui provoque aussi certains litiges. Nicolas Vultier est allé voir du côté de Chypre où la mer semble particulièrement agitée. On en parle avec vous tout de suite après ce sujet. Une nouvelle bataille navale se joue à deux brasses des rives européennes. Les acteurs, la Grèce, la Turquie, Chypre, Israël, le Liban, l'Égypte, mais aussi la Libye. La Seine, le bassin du Levant en Méditerranée, une zone riche en gaz naturel qui aiguise les appétits de tous les pays riverains. Aujourd'hui, c'est vers Chypre que la mer s'agite. Depuis 2009, d'immenses réserves de gaz ont été découvertes dans la zone. Il y a Tamar et Léviathan au large d'Israël, Zor dans les eaux territoriales égyptiennes et Aphrodite au large de la côte sud de Chypre. Problème, Chypre n'est pas reconnue par la Turquie qui parraine la République de Chypre du Nord. Ankara ne veut donc pas entendre parler de zone économique exclusive chypriote. Fin juillet, les tensions se sont exacerbées quand la Turquie a repris sous escorte militaire ses explorations dans cette zone contestée. La marine grecque a été mise en état d'alerte, bientôt rejointe par des navires de guerre français, ce qui a fait dire au ministre turc des Affaires étrangères que la France se comportait comme un caïd dans cette région de la Méditerranée. Le contentieux s'est élargi à toute cette zone depuis que la Turquie s'est engagée militairement aux côtés du gouvernement de Tripoli, s'arrogeant de facto le droit de forage d'hydrocarbures dans les eaux libyennes. Pour contrer la Turquie, la Grèce, Chypre et Israël ont signé en janvier dernier un accord gazier, un projet de gazoduc de 2000 km baptisé EastMed. Un autre contentieux maritime se joue dans la très riche mer de Chine méridionale. Historiquement, pour Pékin, toute la zone est chinoise, aux grandes dames du Vietnam, de la Malaisie, des Philippines ou encore du Brunei. En outre, Pékin s'est arrogé la souveraineté sur deux chapelets d'îles inhabitées, les Paracels et les Spratleys. Même désavouée par la justice internationale, elle y a construit des bases militaires pour asseoir sa puissance dans la région. Géraldine Flieger, pour Pékin, la mer de Chine, c'est chasse gardée. Oui, tout à fait. Et on retrouve là, en fait, dès qu'on veut s'approprier une partie des océans, on retrouve tous les conflits terrestres de frontières qui se translatent, qui se reproduisent du coup dans l'océan. Et là, on a typiquement le genre de conflit qui émerge depuis une quinzaine d'années,
conflits pour délimiter ces zones économiques exclusives, comme des conflits bien anciens pour délimiter les frontières entre deux pays, eh bien, se reproduisent en mer. Et c'est typiquement le cas de la mer de Chine. Mais la colonisation de ces îlots dans les Spratlys et les Paracels, c'est en violation totale du droit international. Hein. Oui, car théoriquement, il faut plutôt un usage de ces îlots, une occupation très très ancienne, ancestrale, et qui là n'est manifestement pas le cas. Mais néanmoins, voilà, la Chine tient à ces îlots pour les ressources de cette zone économique exclusive. Et on le sait, est un des pays qui méprise, mais ça n'est de loin pas le seul, la justice internationale et ses décisions en la matière. Et puis ce qui se passe au large de Chypre, c'est contentieux. Est-ce que ça préfigure d'autres batailles à venir ? Oui, c'est sûr que la bataille autour de la délimitation des zones économiques exclusives, autour d'archipels ou de mers comme la Méditerranée, où toutes se touchent entre elles et où du coup chaque mètre, chaque axe de zone économique exclusive vaut de l'or, eh bien vont être les conflits, sont les conflits d'aujourd'hui et seront ceux de demain, avec ce que l'on a vu avant, toutes les richesses encore méconnues des océans qui seront utiles à s'approprier. On estime que 30% des réserves de pétrole se trouvent sous les mers, hein, par exemple. Le pétrole, le gaz, mais aussi voilà, du cuivre ou des terres rares. L'Arctique aussi était l'objet de litiges qui semblent plus ou moins réglés maintenant. Est-ce que les règlements auxquels on est arrivé pour l'Arctique pourraient servir de modèle pour des règlements pour la haute mer, plus général pour la haute mer? Alors pour l'instant, on va dire en Arctique, les choses sont réglées, mais on peut quand même anticiper que la boîte de Pandore de l'Arctique va se réouvrir, malheureusement, tristement, avec les changements climatiques. Et il y a beaucoup de convoitises. Et là, oui, sur les questions de navigation, sur la préservation de la biodiversité en Arctique, il y a des populations autochtones dont l'habitat est complètement mis en danger par le changement climatique, sur l'exploitation des énergies fossiles, effectivement. Et selon moi, la paix que l'on observe à l'heure actuelle en Arctique, cette paix est bien transitoire. Mais pas une paix. Tout à fait. Alors, l'ONU a relancé des discussions internationales, multinationales sur les océans. Quels sont les enjeux de ces discussions? Quels sont les objectifs? Eh bien, je pense que les objectifs principaux sont d'essayer de restaurer un droit de l'environnement sur les océans, ce qui n'est actuellement pas du tout le cas. La Convention sur le droit de la mer, elle a fait que répartir plus ou moins les bénéfices entre États de l'exploitation, donc une vision très, très utilitariste des océans. Là, il manque une vision environnementale des océans et c'est ce qu'est en train d'essayer de faire les Nations Unies en respect des enjeux de développement durable. Donc un bien commun, Oui, un bien commun qui puisse justement, où l'on puisse prendre en compte la préservation de l'océan, la lutte contre la pollution plastique, par exemple, tous les enjeux que l'on connaît, mais également les enjeux de justice sociale, car on l'a vu au tout début de l'émission, la pêche est aujourd'hui une ressource clé pour des populations en développement qui, face à l'exploitation industrielle de la pêche, va leur faire défaut en protéines et en ressources alimentaires. Donc, c'est vraiment un enjeu à la fois pour l'environnement, pour la sécurité alimentaire des populations. Et c'est tout cela, toute cette vision en termes de développement durable des océans, un objectif clé de l'agenda 2030 que vise l'ONU à travers cette décennie qui est ouverte pour la protection des océans. Merci, Géraldine Flieger. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Geopolitis. Merci. Nous allons rejoindre maintenant une grande navigatrice. Elle a parcouru les océans sous toutes les latitudes. Isabelle Autissier préside désormais le WWF France. Nous lui avons demandé si les océans pouvaient être sauvés s'il n'était pas trop tard. C'est pas loin de la catastrophe, hein. On est en train de la frôler quand même. Malheureusement, ça se voit pas. Que l'eau a pris 1 degré de plus, moi quand je navigue dessus, je le vois pas. Ce que je peux voir un tout petit peu, c'est qu'il y a des endroits, les courants commencent à être un peu différents, le régime des vents et le climat commencent à être un peu différents. Le plastique, c'est pareil. On voit de temps en temps, évidemment, on croise des macro-déchets, des objets en plastique qui flottent, mais on ne voit absolument pas la partie la plus dangereuse du plastique, qui sont ces microparticules qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Si on le voyait, par exemple, si les microparticules de plastique devenaient phosphorescentes,
on verrait que la mer est entièrement lumineuse, et là, ça nous ferait peur, quoi. Et là, on commencerait peut-être un peu plus à s'en occuper. Il n'y a pas de fatalité, tout ça n'est pas quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur. C'est bien les communautés humaines, c'est bien les humains, notre manière de fonctionner, nos manières de produire, de consommer, qui est en jeu. Quand on fait une vraie aire marine protégée, on voit que ça marche incroyablement bien. Pour vous, j'ai ressorti quelques chiffres. Donc c'est des chiffres, c'est scientifique, hein. On a suivi des aires marines protégées bien gérées et on voit la biomasse, c'est-à-dire la masse de l'ensemble du vivant qui augmente de près de 500%. On voit la taille des poissons qui augmente de 30%, on voit la diversité qui augmente de 20%. Il y a des États qui font un peu le job, qui s'en préoccupent. Il y a certains États d'Amérique du Sud, il y a certains États asiatiques qui font des efforts. Et puis il y en a qui font rien du tout et qui laissent tout passer. Donc on peut pas tellement dire les États. Je pense que voilà, après petit à petit, à force de lobbying, à force que les citoyens le demandent, à force de conférences internationales, on arrive à tirer, à pousser et à faire avancer les choses. Mais il y a encore beaucoup de travail. Le grand large est propice au brigandage et au trafic de toutes sortes. Régulièrement, des navires sont attaqués, les cargaisons et les équipages dévalisés par des pirates. Et ces descendants de Barbe Noire se montrent particulièrement actifs le long des côtes africaines. Regardez. À 740 km des côtes somaliennes, dans la nuit du 19 avril 2010, 2 bateaux de pirates attaquent le pétrolier ravitailleur BCR Somme. Ça tire sur tribord! Les 6 assaillants pensaient sans doute accoster un navire de commerce. Ils auront l'accueil plus musclé de la marine française. Des arrestations comme celle-ci se sont multipliées durant l'année 2010. La piraterie moderne enregistrait un niveau record. Les côtes africaines de l'océan Indien et le golfe d'Aden étaient considérées comme les zones les plus dangereuses du monde. C'est aussi par là qu'est acheminé un tiers de l'approvisionnement énergétique européen. Face aux pirates somaliens, l'Union européenne a donc déployé les grands moyens. L'opération Atalante, spécialement créée en 2008 pour sécuriser la zone, les marines d'une trentaine d'États, plusieurs navires de combat et 600 militaires déployés en moyenne, Atalante est toujours en activité. Depuis, les attaques au large de la Somalie sont marginales et les cas de piraterie à travers le monde ne cessent de diminuer. L'an dernier, au total, 162 contre 445 en 2010. Les chiffres baissent, mais les assaillants sont de plus en plus violents et les otages de plus en plus nombreux. C'est aujourd'hui le golfe de Guinée qui est devenu l'épicentre de la piraterie maritime. Les cibles privilégiées sont les cargos pétroliers et les navires de marchandises. Là aussi se met en place une coalition internationale contre les pirates. Des exercices conjoints ont été organisés en novembre dernier entre la marine nigériane et la marine française. Et parmi les autres points chauds, la mer de Chine méridionale et le détroit de Malacca. Et puis aussi les mers des Caraïbes où les attaques ciblent surtout les bateaux de croisière et de plaisance. La piraterie en mer coûterait entre 7 et 12 milliards de dollars chaque année à l'économie mondiale. Si après avoir reposé votre télécommande, vous souhaitez aller plus loin, plus au large, je vous suggère cette géopolitique des mers et des océans de Pierre Royer. L'ouvrage est paru aux Presses universitaires de France en 2014, mais c'est toujours d'actualité.
Et puis cet autre livre intitulé « La jungle des océans, crimes impunis, esclavage, ultraviolence, pêche illégale. Bienvenue dans le grand paradis bleu pavé de mauvaises intentions ». C'est un ouvrage de Yann Urbina, paru l'année dernière aux éditions Payot. Enfin, à propos de l'exploitation des océans et des contentieux entre les États, le magazine Entendez-vous l'écho sur France Culture recevait le géographe Nicolas Escache. On voit bien qu'il y a énormément de zones comme ça, qui sont des zones de différents maritimes, des zones disputées, y compris d'ailleurs dans le vocabulaire. Le mot mer de Chine n'est pas partagé par tous. On voit bien que ces espaces maritimes cristallisent effectivement ces enjeux de territorialisation et que les frontières maritimes sont encore aujourd'hui des frontières dans beaucoup d'endroits, des frontières ouvertes et disputées. C'est vrai en mer de Chine, mais c'est vrai même en Baltique, plus près de nous. Voilà, c'est presque terminé. Le temps de vous rappeler que toutes les éditions de Géopolitis, celle-ci et toutes les précédentes, sont disponibles sur notre site ou en podcast. J'adresse un salut tout spécial à ceux qui nous suivent grâce à TV5 Monde à Beyrouth, Dakar ou Montréal. Et puis sur la RTS, on se donne rendez-vous même heure, même endroit, dans une semaine. À bientôt.